Voilà, bonjour à tous. Donc, je prends le relais de ce que disait Bernard il y a un instant. Et je voudrais tout d'abord remercier Bernard Armini de nous avoir invité, mon collègue Rodolphe Soft et moi-même, à venir prendre la suite pour vous parler de voix. Et j'en profite aussi pour remercier monsieur Marc Wilmet qui nous a permis aussi de venir ici au Collège Belgique. Alors, je ne répète pas la première phrase qui vient d'être énoncée à nouveau. Et comme carottage spécifique, je me propose de vous évoquer comment la voix est essentiellement polysémique au travers de ses fonctions et usages. Donc, dit plus brièvement, qualité vocale, à quoi ça sert? Alors, ce que je me propose dans cette première partie de conférence, c'est de revoir ensemble la définition de la qualité vocale, mais aussi d'examiner ensemble, exemple à l'appui, les différentes qualités vocales possibles, comment elles sont classifiées, en fonction de quoi elles sont classifiées. Puis, nous aurons l'occasion de faire un petit voyage au travers des trois principales fonctions linguistique, paralinguistique et extralinguistique de la qualité vocale. Je vais revenir bien sûr sur ces éléments. Premièrement, donc, pour définir la qualité vocale, il s'agit, et je rejoins tout à fait le sens 2 qui a été énoncé la semaine dernière et redit aujourd'hui, il s'agit d'une qualité permanente couvrant tous les sons qui s'échappent de la bouche d'un locuteur. Donc on a vraiment une notion de permanence qui s'oppose à la notion de segment. Nous verrons toutefois que dans la fonction linguistique, il peut y avoir des éléments segmentaux qui concernent aussi la qualité vocale. Il s'agit également d'un événement résultant de la configuration des différents organes qui interviennent dans la phonation, une coloration sonore caractéristique de la voix d'un individu qui provient d'une variété de fonctions du larynx, mais aussi de fonctions provenant d'autres organes que le larynx. Et ces éléments fonctionnant donc en continu à travers le discours de l'individu. Donc on retrouve cette notion de permanence énoncée dans le premier point de cette diapositive. Le ton naturel et distinctif de la parole des sons produits par une personne en particulier donne une voix particulière. C'est dans ce sens que nous allons développer ce concept de qualité vocale. Et je voudrais insister sur le fait que la qualité vocale, c'est le sens 1, mais c'est aussi le sens 2 et le sens 3, c'est-à-dire que c'est tout l'appareil vocal dans son entièreté qui est concerné par cette diversité de qualité vocale que l'on rencontre dans la voix normale, dans la voix pathologique et dans la voix chantée, ce qui terminera mon exposé. Alors, quels sont les paramètres décrivant la qualité de voix? La terminologie anglo-saxonne parle de settings, c'est un terme que nous avons déjà introduit. Et par settings, nous pouvons traduire, c'est toujours difficile de traduire les termes anglo-saxons, nous pouvons traduire les settings par des ajustements, des configurations des organes les uns par rapport aux autres. Et si nous essayons de classifier l'ensemble de ces qualités vocales, nous pouvons tenter de dénombrer trois grandes catégories d'ajustements. La première grande catégorie donc, des ajustements dit laryngé, qui renvoie à ce qui va se produire au niveau des cordes vocales, que j'appellerai désormais plis vocaux, puisque les cordes vocales ne sont pas des cordes, ainsi que nous l'avons vu la semaine dernière. Qu'avons-nous comme caractéristique de la qualité vocale reliée à ces ajustements laryngés? Nous avons d'abord la voix dite modale. La voix modale, c'est la voix que je suis en train d'employer actuellement pour vous parler. On pourrait considérer que c'est la voix normale, la voix neutre, c'est une sorte de voix de référence qui est considérée dans cette classification des qualités vocales. Et puis nous avons d'autres qualités vocales, comme par exemple la voix rauque. Alors je vous donne un petit exemple d'une voix qui est légèrement rauque, qui n'est absolument pas pathologique, si vous reconnaissez la personne qui parle dans cette interview. J'ai lu le scénar, j'ai trouvé ça absolument hilarant, très bien foutu, bousculant un peu les codes, et je ne savais pas encore qui allait être ma partenaire. Alors peut-être c'est quelque chose qui n'est pas très facilement audible, mais si on s'intéresse à certains segments du discours, on réalise qu'il y a un élément de bruit dans la voix, et on peut commencer à définir ce que c'est que la rossitude de cette façon. Voilà, on peut considérer qu'il n'y a pas seulement à travers une voyelle, qui est la voyelle E, un son périodique complexe, mais que ce son périodique complexe va devenir en fait un son hybride, avec une source de bruit qui vient s'ajouter à une source de voisement. Nous avons également la voix chuchotée. Donc je vous énonce quelques mots chuchotés et vous n'entendez pas de vibration des plis vocaux, c'est-à-dire que vous n'entendez pas de
hauteur vocale, par définition, pour la voix chuchotée. Et si je m'intéresse à ce qu'on appelle le falsetto, alors on a peut-être, pour les personnes qui connaissent la voix chantée, on a tout de suite envie de se diriger vers la voix chantée quand on pense à la voix de falsetto. Et il faut savoir que dans la parole, on utilise couramment ce falsetto, pas forcément dans quelque chose qui est codé linguistiquement, mais dans d'autres manifestations, telles que le rire, par exemple. Alors, voici un petit exemple d'une courte interview où vous allez entendre Laurent Gérard rire dans l'aigu et employer cette qualité vocale de falsetto. Alors Laurent Gérard, vous avez de la chance avec notre classe politique parce qu'elle vous alimente. Voilà, je ne sais pas si vous venez d'entendre ce tout petit rire. Voilà un exemple d'utilisation quotidienne, finalement relativement fréquente pour certaines personnes, de cette voix dans l'aigu qui correspond à un mode vibratoire particulier des plis vocaux. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Si je prends maintenant une autre façon de parler, une utilisation autre de la qualité vocale que j'utilise ici de manière permanente dans mon discours, mais rassurez-vous, je ne vais pas parler de cette manière jusqu'à la fin de mon exposé, j'assimile la production de ma voix à ce qu'on appelle la voix soufflée, qui est à distinguer de la voix chuchotée. La voix chuchotée n'est émise avec aucune vibration des plis vocaux, alors que la voix soufflée vient ajouter un élément de souffle, je reprends ma voix modale, va ajouter un élément de souffle. Et donc, là encore, le son périodique complexe va devenir, pour le cas des voyelles, un son dit hybride, pour reprendre la terminologie qui a été adoptée la semaine dernière. Autre cas de figure qui est utilisé sur les plans linguistiques, paralinguistiques, extralinguistiques, ce qu'on traduit comme on peut en français la voix dite craquée, ça vient du terme creaky voice. Alors voilà, je vous parle actuellement avec une voix craquée. Alors a priori, dans nos contrées, on n'utilise pas trop de manière permanente et continue cette voix craquée, mais on verra quand même qu'elle a quelque chose d'important dans son utilisation, on le verra par la suite. Deuxième type d'ajustement, les ajustements supralaryngés. On va cette fois-ci s'intéresser aux configurations des organes articulateurs tels que les lèvres, tels que la langue, tels que la mâchoire, tels que le voile du palais, et puis d'autres éléments que je vais détailler. Alors, je ne sais pas si vous avez fréquenté nos gares françaises, je vous donnerai un petit exemple de voix des gares françaises. Personnellement, j'ai l'impression d'entendre la personne sourire, en particulier quand elle nous annonce que notre train a 40 minutes de retard. Le TGV en provenance de Paris-Gare de Lyon aura un retard de 40 minutes. Et beaucoup de personnes ont étudié cette smiling voice, c'est vraiment ce sourire qui s'entend, donc avec un ajustement particulier des lèvres, donc c'est une qualité vocale, là aussi, à prendre en compte aussi. Si je considère maintenant un exemple au niveau vélaire, je peux considérer que là, j'utilise un agencement spécifique au niveau vélaire. Au niveau de mon voile du palais, alors je vais reprendre ma voix modale pour que vous puissiez mieux me comprendre. Ce que je viens de produire est une voix dite nasalisée où je positionne mon voile du palais en permanence, donc dans une position abaissée, et se produit une voix nasonnée, et peut-être que Rudolf Sock aura l'occasion de parler de la voix nasonnée qui se rencontre aussi dans la pathologie, mais qui n'est absolument pas contrôlée et subie, contrairement à ce que je vous fais ici maintenant sur contrôle. Et puis, je voudrais ajouter aussi un autre élément qui me paraît intéressant dans la qualité vocale, parce qu'on la rencontre assez fréquemment, que ce soit dans le domaine clinique ou dans d'autres domaines. C'est ce que John Essling appelle focal voice. Alors, je ne sais pas trop comment on peut traduire en français, voix focale. C'est un peu une manière de parler comme ça, vous voyez. Alors, avec un ajustement, en fait, qui se produit au niveau de la bouche. Je ne sais pas si vous avez déjà examiné comment se trouve votre bouche. Vous avez des petites arcades, comme ça, qu'on appelle les piliers antérieurs, piliers postérieurs, et qui ont tendance à se contracter un petit peu. Ça donne ce timbre quand même un petit peu singulier. Voilà pour quelques exemples. Et puis je voudrais ajouter une troisième catégorie d'ajustements qui remonte peut-être à des recherches un petit peu plus récentes, en tout cas bien réactualisées, qui sont toujours des ajustements laryngés, mais où l'événement ne se passe pas seulement au niveau des plis vocaux, mais va englober la partie supérieure du larynx. Alors, je vais vous faire une démonstration d'une voix tout à fait particulière. Je vous parle comme ça. Alors j'ai du mal à faire produire quelque chose de régulier et de périodique. Je produis une voix qui va mobiliser des organes qui se trouvent juste au-dessus des plis vocaux. Voilà. Alors je n'ai pas été opérée du larynx, donc on n'est pas obligé d'être opéré du larynx pour produire ce genre de voix. On peut agencer la partie supérieure du larynx et produire d'autres effets vocaux. Il y a en voix chantée certaines techniques vocales comme le rock metal, si vous avez déjà entendu, qui produit aussi des voix avec ce genre d'ajustement. Donc c'est des choses qui sont intéressantes aussi. Et puis
je peux me mettre tout d'un coup à vous parler de cette façon. Alors je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, ce qui vous vient d'emblée, spontanément, quand je vous parle de cette façon. Je n'ai pas modifié la hauteur de ma voix. Vous avez peut-être l'impression que ma voix est plus aiguë. Elle résonne plus aiguë. Pourquoi? Parce que je produis les sons avec une position laryngée plus élevée. Si vous entendez, et si je reviens à ma voix modale normale, ce qui va me reposer un petit peu, c'est un petit peu fatigant, eh bien, vous avez des expressions vocales qui s'assimilent à une qualité vocale de cette façon, avec une position laryngée élevée. Si vous mettez la main sur la gorge et que vous avalez, eh bien, vous sentez que votre boîtier laryngé joue à l'ascenseur, monte et descend. Et nous avons cette possibilité de jouer avec beaucoup de liberté de la position de notre larynx. Et donc les techniques vocales, parler, surtout chanter, montrent une grande variété dans cette position du larynx. Donc c'est aussi un élément important dans la qualité vocale. Alors pour revenir sur ces fonctions, il me paraît important d'expliciter un petit peu plus les trois fonctions linguistiques, paralinguistiques et extralinguistiques. Que signifie la fonction linguistique? L'information est directement liée au langage, dans le sens où le changement de la qualité vocale va occasionner un changement de sens du mot. Alors pour nous rapprocher, pour mieux comprendre concrètement ce que cela signifie, j'ai mis un petit exemple à la droite de cette diapositive, sous la forme de ces deux images. Vous avez deux mots, le mot paix et le mot pain. Et ces mots forment ce qu'on appelle une paire minimale, et ils se différencient par un seul segment. Ici, on va revenir au segment. Une voyelle dite orale, le « est », et une voyelle dite nasale, donc le « un ». Voilà. Et il suffit du changement d'un seul segment pour que le sens du mot change. Donc je ne vais pas rentrer dans ces considérations phonologiques, mais on est de cet ordre. Et vous avez des langues, je vais en donner quelques exemples dans quelques instants, vous avez des langues où le changement de qualité vocale provoque un changement du sens des mots. Donc voilà pour la première fonction linguistique. La fonction paralinguistique est finalement peut-être beaucoup plus large. Elle n'est pas directement liée au langage. Je dirais même qu'au départ, c'est un aspect non linguistique et qui intègre des aspects non verbaux. Et je voudrais insister sur le fait que la voix est toujours connectée aussi à des éléments non verbaux, comme l'attitude, comme le regard, comme une stratégie de posture, de respiration particulière, et puis aussi un message intérieur, une sorte d'intention d'agir pour transmettre un message, par exemple. Donc la fonction paralinguistique intéresse aussi tous ces éléments-là. Elle va concerner l'auditeur et va donner des informations sur l'état affectif de l'auditeur, sur son état d'émotion, mais aussi sur sa région, sur son dialecte d'origine, sur éventuellement la gestion des tours de parole. Donc ce sont des choses que l'on peut étudier. Nous nous trouvons toujours en présence de phénomènes codés, qui n'ont plus valeur vraiment phonologique, mais qui font que ce niveau est conditionné culturellement et son interprétation finalement doit être apprise. Donc ça c'est une chose qui est importante. Et puis la dernière fonction que j'évoquerai dans mon exposé, donc la fonction extra-linguistique, concerne l'identification des caractéristiques propres au locuteur, je dirais physiologiques du locuteur, le genre, l'âge, l'étendue de fréquence, d'intensité, etc. Et puis, le chant et la voix pathologique peuvent être aussi concernés. On verra que pour certains aspects, c'est un petit peu difficile aussi de catégoriser en paralinguistique ou extralinguistique, nous en discuterons ultérieurement. Alors, un petit exemple pour concrétiser la différence entre ces trois fonctions, l'exemple de la nasalité, dont j'ai déjà donné un petit exemple tout à l'heure. Sur le plan linguistique, l'exemple typiquement que je viens d'énoncer, nous avons en français une opposition phonologique entre paix et pain, donc par l'ajout de la nasalité à une voyelle qui, au départ, ne comporte pas d'éléments de nasalité. Et puis, alors ici, on ne peut pas parler de setting d'ajustement de qualité vocale permanente, puisque ce n'est qu'un seul segment de la chaîne parlée qui est concerné. Nous avons des éléments plus larges qui se rapprochent de cette permanence. Par exemple, en soudanais, pour marquer les formes verbales, on utilise la nasalité. Sur un plan paralinguistique, dans certaines langues, on va nasaliser toutes les voyelles pour s'adresser à une personne de rang plus élevé. Alors vous voyez qu'interviennent d'autres éléments comme l'interaction, etc. Donc ça, ce sont des choses assez importantes. Et puis, il y a un certain nombre d'études qui se sont penchées sur des différences au niveau des accents, les accents anglais et australiens, et on a des différences au niveau de la nasalité. Et puis, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, complètement nasalisé, un film linéaire, donc on peut assimiler ça à quelque chose qui peut se produire dans certaines pathologies.
Alors je vous propose de commencer ce petit voyage au travers donc, de la fonction linguistique de la qualité vocale, avec quelques éléments tirés de ce tableau pour vous dire que finalement déjà, dans nos langues à nous, nous avons déjà un changement, on pourrait dire de qualité vocale, quand nous opposons des consonnes qui sont sourdes, des consonnes comme ch et des consonnes qui sont voisées, j. Donc, nous avons ce qu'on appelle une opposition de voisement, donc une opposition, une absence de vibration des plis vocaux, et puis une vibration des plis vocaux comme dans la voix modale. Vous avez certaines langues où cette opposition n'est marquée que sur certains segments. En français, nous avons cette opposition pour peteke, bedege et puis pour feseche, vesege, les oppositions de voisement, mais certaines langues ne concernent par exemple que les occlusives ou que les consonnes nasales, qui pour nous sont toutes voisées, et puis certaines voyelles également. Et vous avez d'autres exemples qui montrent que d'autres paramètres de qualité vocale s'opposent. Et je vais juste faire un petit développement à la diapositive suivante sur une langue tibéto-birmane qui s'appelle le bai. Donc ce que je montre ici est le fruit des recherches notamment de John Essling, que je vais être amené à citer à plusieurs reprises dans cet exposé. Alors cette langue est assez impressionnante, surtout quand on n'a pas l'habitude d'entendre ces contrastes. Elle oppose en fait un certain nombre de qualités vocales qui sont plus ou moins combinées entre elles. Alors vous avez un mot qui est transcrit et vous pouvez reconnaître, même si vous ne savez pas à quoi forcément correspondent ces symboles phonétiques, vous pouvez reconnaître que dans toutes les cases, les symboles phonétiques sont identiques. Ils sont suivis de chiffres parce que le bai est une langue à tons et donc la façon de noter les tons, c'est d'employer une façon possible, d'employer des chiffres. Donc plus les chiffres est élevé, plus donc le ton est élevé. Et puis si vous avez un ordre décroissant des numéros, ça veut dire que le ton est descendant. Voilà. Et vous pouvez voir les traductions françaises, il n'y a pas deux cases qui sont identiques, cela signifie qu'il y a effectivement un changement de sens en fonction de ces changements de qualité vocale. Alors quelques exemples, si nous considérons le mot beaucoup, donc qui combine une qualité vocale plutôt aiguë et relâchée, voilà ce que ça va donner, l'exemple est à chaque fois donné deux fois. Ji, ji. Et si j'associe non plus un caractère relâché mais un caractère tendu, Ji, ji. d'accord, alors on entend quelque chose de plus élevé, on n'entend pas forcément le caractère tendu, parce que nous n'avons pas les mêmes catégories en tête dans notre disque dur interne, nous n'avons pas forcément les mêmes catégories pour entendre ces différences. Autre élément, la voix soufflée dans le mode relâché pour le mot domaine, Ji, ji. par opposition au mode tendu, toujours soufflé. Ji, ji. Si maintenant on élimine le caractère soufflé, mais on le remplace par la raucité, Ji, ji. vous entendez d'autres qualités, d'autres éléments. Alors donc voilà, pour vous montrer que finalement dans ce cas, la qualité vocale a valeur de segment qui change le sens, ce qu'on appelle une valeur phonémique de phonème. Alors je continue dans ce petit voyage linguistique avant de passer assez rapidement au voyage paralinguistique, aux fonctions paralinguistiques, pour revenir à la voix craquée. Parce que la voix craquée me paraît intéressante. Elle a d'abord une fonction linguistique. Elle a pour but de marquer les fins de phrases, de l'anglais américain notamment, mais aussi d'autres langues. Et il y a une influence finalement de ce qu'on peut rappeler le sens 3, c'est-à-dire le niveau de frontière prosodique, c'est-à-dire l'endroit où se trouve l'occurrence de voix craquée, l'accentuation de hauteur, le rythme, la prosodie, puis d'autres paramètres qui interviennent. Donc ça, c'est pour l'aspect linguistique. Je passe à la fonction paralinguistique que je vais davantage développer et je vais toujours continuer à parler de la voix craquée. Un certain nombre d'études anciennes ont montré que cette voix craquée était plus fréquente chez les hommes, en particulier en anglais britannique, comme une marque d'hypermasculinité, je cite les études, ou de statut social élevé. Des études beaucoup plus récentes ont cependant montré que émergeait cette qualité vocale, en particulier en Californie, aux États-Unis, pour des voix féminines et en particulier pour certains groupes de femmes avec une sorte de revendication identitaire qui passait notamment par cette qualité vocale. Et puis d'autres études encore plus récentes se sont penchées sur la qualité de cette voix craquée chez des femmes américaines bilingues. Et la question était de savoir, est-ce que quand ces bilingues parlent américain et parlent le français, est-ce qu'elles conservent cet aspect de qualité vocale? Et l'étude a montré qu'en fait, en américain, c'était un petit peu attendu, en américain, ces personnes utilisaient davantage la voix craquée, la creaky voice,
qu'en français. Et ce qui est intéressant, c'est que le rôle, la répartition de ces occurrences n'était pas du tout la même dans les deux langues. C'est-à-dire que quand il y avait des occurrences en américain, c'était tout à fait relié à un contenu linguistique, comme dans ces exemples-là. I heard that she committed a social faux pas and they were not gracious about it. So we never go there anymore. So, you know how my dad stayed with me? Voilà. Alors qu'en français, cette qualité vocale est souvent marquée, caractérise souvent des marqueurs d'hésitation, par exemple. J'ai cru comprendre qu'il avait des horaires de boulot assez lourdes en ce moment, donc... Et du coup, tu vas complètement avoir les horaires en décalé? C'est le café quand tu sors du métro, ouais. Et puis ce qui est intéressant, c'est aussi simplement la longueur, qui était significativement vraiment supérieure dans les passages où la personne parlait l'anglais américain par rapport au Billy, français. Abby and I are staying in the same room. C'est ce que je disais à Flo. Voilà, donc on a vraiment des différences qui sont intéressantes. Et il nous semble que des perspectives en pédagogie des langues peuvent être aussi avancées, non seulement par rapport à la prononciation, dont je vais un tout petit peu parler après, mais aussi par rapport à la qualité vocale. Alors je continue ce voyage paralinguistique, je quitte la voix craquée et j'aborde les émotions et attitudes. Alors beaucoup d'auteurs ont démontré que pour transmettre l'état émotionnel et d'autres facteurs paralinguistiques, les locuteurs vont manipuler systématiquement la qualité de voix avec les paramètres qui figurent sur cette diapositive. Donc, un exemple typique, c'est par exemple d'employer la voix soufflée d'une certaine façon. On peut avoir peut-être des sous-entendus par rapport au pourquoi de l'émission de cette voix. Alors un tableau très chargé que je vais vous expliciter. Beaucoup d'auteurs ont mis en avant des paramètres très spécifiques qui appartiennent aux trois sens de la voix tels que nous les avons déjà définis. Et si nous comparons par exemple la colère et puis la tristesse, nous constatons que le sens 3 a sa place importante dans les aspects prosodiques. Et donc par exemple le débit de parole par rapport à une colère. Alors là j'entends colère plutôt extravertie parce qu'on peut avoir aussi de la colère introvertie. Et là les paramètres sont un petit peu différents. Donc on a un débit plutôt rapide, à l'inverse de la tristesse. On va avoir une fréquence fondamentale moyenne, c'est-à-dire une hauteur moyenne de la voix plutôt plus élevée quand on est en colère, plutôt basse quand on est dans la tristesse. On va avoir une plage de variation de la hauteur de la voix, c'est-à-dire une modulation plus importante dans la colère, avec des contours plutôt montants, c'est-à-dire que la voix va plus souvent monter, alors qu'elle va plus souvent descendre dans la tristesse. Et puis l'intensité est plutôt plus élevée dans la colère, ça c'est quelque chose qui paraît relativement évident. Puis si on regarde un petit peu la qualité vocale, certains auteurs se sont penchés sur le caractère un petit peu serré de la colère, avec des mesures de jitter, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui a été évoqué la semaine dernière, de jitter, d'irrégularité de la voix, un petit peu plus élevée effectivement pour ce genre d'émotion. Alors il m'a paru intéressant de continuer, de poursuivre un peu ce genre d'études, mais plutôt du côté du ressenti des sujets. Alors j'ai mené une enquête auprès de 300 personnes, il y a déjà quelques temps, et je leur ai posé la question suivante. Si les émotions ont une répercussion sur votre voix parlée, quelles modifications subit-elle? Donc les personnes en fait pouvaient répondre librement en marquant les mots qu'elles voulaient. Donc elles ont marqué presque 2 mots pour chaque personne. Et puis la classification des mots que les personnes ont donnés a abouti un petit peu à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'un tiers des personnes considéraient que ce qui était important, c'était le changement de hauteur de la voix. Et puis vous avez à peu près un cinquième des personnes qui considèrent que c'est plutôt le changement de timbre lié à la résonance. Mais aussi, et je trouve que c'est très intéressant, la voix ce n'est pas que l'auditif, c'est une question de comportement, c'est une question d'attitude et c'est aussi une question de sensation, de proprioception, de kinesthésie. Et ça c'est une chose importante et vous avez là aussi presque un cinquième des personnes qui, je vais vous donner des exemples un peu plus tard, qui ont répondu donc en termes de sensations particulières, en particulier au niveau de la gorge, en lien avec certaines émotions. Et puis d'autres réponses qui sont liées à l'intensité ou au style de parole. Quelques exemples de qualificatifs librement employés par les sujets, donc soit plus aigu, soit plus grave pour la fréquence fondamentale. Pour le timbre, le terme détimbré avec toute la richesse des qualificatifs employés par les sujets, la qualité vocale qui se retrouve aussi dans les termes de voix voilée, de voix soufflée, de voix gutturale, de voix métallique, de voix éraillée, les changements de registre, je vous évoquerai les registres tout à l'heure, le passage vers alors M2 c'est l'équivalent du falsetto, j'y reviendrai, donc un grand nombre de changements en fonction des émotions, mais aussi
un certain nombre de sensations au niveau de l'organe vocal, par exemple de l'essoufflement. Par exemple, l'impression d'avoir quelque chose d'étranglé au niveau de la gorge, hein, la boule dans la gorge, on connaît tous ça, avec une sensation de forcer la voix, d'avoir des tensions au niveau cervical, le besoin de tousser, ce qu'on appelle le hémage, quand on fait ça, le hémage, la remontée du larynx. Vous avez vraiment des personnes qui ont essayé d'exprimer toutes ces sensations. Et puis d'autres paramètres qui concernent l'intensité et puis qui concernent aussi bien sûr le débit de parole. Il me paraît toujours intéressant de relier le ressenti des sujets à ce qui peut s'objectiver, ce qui peut se mesurer. Alors je voudrais qu'on concrétise un petit peu les choses et vous proposer un petit exercice d'écoute, non pas en français mais en anglais, donc tiré du tutoriel qui est affiché en bas de la diapositive. Il s'agit d'une même phrase qui a été prononcée selon les différentes modalités d'émotion qui sont inscrites ici, donc la modalité neutre. Couldn't you walk home alone, Uncle Oliver? Et le petit jeu, c'est de deviner ce qui va arriver après. Donc pour la phrase suivante, écoutez la qualité de la voix de la personne. Pas seulement la modulation de la fréquence fondamentale, mais la voix change de qualité. Couldn't you walk home alone, Uncle Oliver? On n'est pas dans la même modalité au niveau de la qualité vocale, donc, ce qui a été catégorisé comme tristesse. Couldn't you walk home alone, Uncle Oliver? L'excitation et la joie. Couldn't you walk home alone, Uncle Oliver? Si vous remarquez la qualité de la voix, la modification aussi du rythme qui est moins fluide également. C'est pas toujours évident de catégoriser ça. Couldn't you walk home alone, Uncle Oliver? Des phénomènes accentuels qui viennent se greffer à la production. Couldn't you walk home alone, Uncle Oliver? Le choix devient beaucoup plus facile entre ce qui reste. Et enfin, pour la dernière. Couldn't you walk home alone, Uncle Oliver? D'accord. Donc là aussi, on peut s'interroger sur des aspects qui seraient un petit peu universels, finalement, en fonction des langues. Donc, est-ce que ça relève du paralinguistique ou de l'extralinguistique dans ce cas-ci? La question reste ouverte dans certains cas de figure. Autre aspect de la fonction paralinguistique de la voix, le rapport entre la voix et la langue parlée. Alors là aussi, j'aime beaucoup faire des enquêtes et donc j'ai été amenée à mener une enquête auprès de à peu près 600 sujets bilingues et aussi des apprenants du français langue étrangère, donc abrégé FLE. Et la question qui leur a été posée, c'est quand vous parlez le français par rapport à l'autre langue que vous parlez, est-ce que vous sentez que la hauteur de votre voix change, que l'intensité de votre voix change, que le timbre de votre voix change ou qu'il y a d'autres choses qui changent? Donc voilà. Et cette enquête a été appuyée par quelques mesures objectives qui sont tout à fait préliminaires pour l'instant, dont certaines ont montré, par exemple, pour une toute petite population de sujets parlant l'arabe tunisien, donc avec une baisse de la hauteur moyenne de la voix, donc en français par rapport à l'arabe tunisien pour cette population, et puis des répartitions d'énergie différentes pour des personnes d'origine japonaise, des bilingues, donc toujours dans une tâche contrôlée, qui est une tâche de lecture. Qu'a donné l'enquête ? Voici un histogramme qui représente en fait ce que les sujets ont ressenti en matière de hauteur quand ils parlaient le français par rapport à leur langue. Alors on a classifié en fait, enfin catégorisé les sujets dans cinq groupes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en particulier pour les personnes d'origine étrangère, pour lesquels le français n'était pas la première langue apprise, eh bien, il y avait presque 8/10 par exemple des apprenants du français langue étrangère qui ressentaient effectivement que ce n'était pas la même chose. Et certaines personnes ont même exprimé une difficulté à avoir des repères pour placer leur voix dans d'autres langues. Alors je vous dis ça parce qu'en pathologie, mon premier métier est celui d'orthophoniste, logopède, et donc en pathologie c'est une plainte assez fréquente et on n'est pas encore bien armé pour aider ces personnes aussi par rapport à leurs problèmes de voix en regard de la langue. Il est à noter aussi que ces personnes ont ressenti des changements concernant l'intensité de leur voix et concernant aussi le timbre de leur voix. Alors continuons dans notre exploration des fonctions paralinguistiques de la qualité vocale au travers des styles de parole, donc notamment la voix en rapport avec l'attitude. Je vais commencer par le discours politique. Si je vous énonce quelques phrases de la façon suivante, on a bien travaillé, écoutez, écoutez, écoutez. Tendez l'oreille. Vous entendez ce bruit de fond? Ce sont les rats qui quittent le navire. Vous allez me dire, mais que raconte-t-elle? Il s'agit d'un réel discours d'homme politique, avec les mêmes paroles que je vous fais maintenant écouter. On a bien travaillé. Écoutez, écoutez, écoutez. Tendez l'oreille.
Vous entendez ce bruit de fond? Ce sont les rats qui quittent le navire. Alors cet homme, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je vais faire de la publicité pour la politique française. Hein. Ben voilà, mon but n'est pas de vous faire adhérer au Front de gauche. Cette personne dirige le Front de gauche. Jean-Luc Mélenchon est devant son millier de militants. Nous sommes le 19 avril 2012, tout à la fin de la campagne électorale qui va précéder les 2 tours de notre dernière élection présidentielle. Alors Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui est devenu sénateur à 27 ans, mais son premier métier, c'est professeur de lettres. Il dit qu'il a investi la parole, qu'il aime la parole. Et ce que je voulais vous montrer dans ce discours politique, c'était certes certaines stratégies prosodiques qui sont bien présentes. Hein, quand on examine le découpage des mots, on ne dirait pas « on a bien travaillé ». C'est une pause qui n'est pas très usuelle de la placer de cette façon. Et évidemment, il y a une stratégie, il y a des études qui ont montré que les hommes politiques avaient un certain nombre de pauses. Il y a même des études qui ont comparé le nombre de pauses avant et après l'accès au pouvoir de certains hommes politiques. Et le nombre de pauses avait presque doublé, hein, selon ces études. Alors, des stratégies prosodiques particulières, on est vraiment dans le sens numéro 3 ici. Des groupes de mots, puisque le français est une langue à accentuation de groupe. On ne parle pas de mot en mot, mais on parle de groupe en groupe. Et donc un respect vraiment très très important de l'accentuation finale. Vous avez peut-être entendu écouter donc l'allongement final, hein, de la dernière syllabe. Des groupes rythmiques qui ne sont pas trop longs, histoire que tout le monde puisse bien comprendre de quoi on parle sans avoir à digérer trop d'informations. Et puis une modulation prosodique aussi assez importante. Et aussi et surtout, ce n'est pas seulement qu'une affaire d'acoustique, c'est une affaire aussi d'attitude. C'est-à-dire que, alors j'aurais pu vous montrer la vidéo, je me suis contentée de quelques photos, mais vous pourrez retrouver ça en ligne si vous voulez. Vous avez une personne qui s'investit corporellement complètement. Et ce n'est pas parce qu'elle est amplifiée qu'elle va oublier de s'investir au niveau d'un comportement, de ce que certains appellent la voix projetée, la déclamation. La déclamation, ce n'est pas seulement une affaire d'acoustique, c'est une affaire aussi de comportement. C'est-à-dire que si je me tiens comme ça jusqu'à la fin de mon exposé, vous allez inconsciemment vous rendre compte que je suis moins présente à ce que je dis. Et là, je vous montre par mon attitude déjà que je suis concernée et que je voudrais que vous soyez concernés par mon propos. Donc le regard, les gestes, la verticalité, l'intention d'agir et probablement la mise en route aussi de stratégies respiratoires particulières. Donc il y a tout un ensemble qui va caractériser ce discours politique. Alors nous avons des styles de parole qui sont complètement à l'opposé, et là je vais vous passer un extrait d'une interview de Fanny Ardant, un petit peu ancienne, mais qui me paraît assez révélateur de vraiment ce registre confidentiel. Donc vous allez entendre un panel de voix un petit peu retenues, de voix un petit peu soufflées, et puis surtout vous allez comprendre, j'ai fait exprès de ne pas vous passer la vidéo, mais le son, pour que vous soyez attentifs à ce qui se passe au niveau auditif, et on a vraiment l'impression d'une ambiance très feutrée. Vous allez entendre où ça se passe, il y a une petite musique au début, et voilà, on va rentrer dans cette ambiance feutrée. Fanny Ardant, d'abord un grand merci, grand comme un cinéscope, d'avoir accepté de passer cette heure avec nous. Et ce rendez-vous dans cet hôtel ici, ce cadre-là, ce rendez-vous que vous avez fixé à l'équipe dans ce lieu-ci, c'est quelque chose que vous avez choisi vous-même? Oui, j'aime beaucoup cet hôtel. J'aime les halls d'hôtel, un peu comme les halls de gare. Oui. Où toutes les choses éphémères et en même temps intenses. Mm-hmm. Et vous pouvez rester des heures tout seul dans un hall d'hôtel, il se passe toujours quelque chose. Alors je me demande, Fanny Ardant, petite fille, qu'est-ce qui lui reste maintenant, en tant que femme, comme goût, comme saveur de cette enfance? Je n'ai jamais déifié mon enfance. Voilà, on pourrait continuer longtemps comme ça, mais vous entendez, l'ambiance est mise, mais elle est vraiment déjà mise au niveau de la mise en place d'une qualité vocale spécifique. Et il est intéressant aussi de voir comment dans l'interaction, il y a quelque chose qui se transmet de cette qualité vocale. Il n'y a pas que Fanny Ardant qui est concernée par cette qualité vocale. Donc on a tout un ensemble de phénomènes liés à l'aspect communicationnel, on pourrait dire, de l'ordre de l'interaction, bien sûr. Et puis nous avons bien entendu les voix d'acteurs qui nous offrent une palette de jeux très impressionnante, de qualité vocale possible. Et il m'a paru intéressant de vous présenter des extraits d'un dessin animé, alors qui est sorti il y a déjà un petit bout de temps, qui est Cars. Et écoutez aussi attentivement les qualités vocales qui sont retenues avec des petits mélanges entre plusieurs qualités vocales.
Non, mais je le sens pas, je te dis. Allez, tu vas adorer ça, j'en suis sûr. C'est rigolo de culbuter les tracteurs. C'est complètement idiot. Bon, alors, quand je dis go, on y va. Mais fais gaffe à Franck, hein. Go! Non, attends, non, c'est qui Franck? Martin! Attends-moi! Voilà, vous entendez tout un panel de qualités vocales différentes. Et puis, je reviens à mes voix de gare, et là, je vais prendre comme référence nos gares en France, et écoutez attentivement les stratégies qui sont utilisées aussi bien au niveau de la qualité vocale dans le sens numéro 2 que dans le sens numéro 3. Il y a beaucoup de choses à faire. Essayez de peut-être d'écouter s'il n'y a pas un petit élément de smiling voice, peut-être dans cet exemple-là. Les TGV numéro 5225 et 5227 en provenance de l'île Europe et à destination de Rennes et Nantes, départ 14h01, vont entrer en gare, voie 3. Voilà, je pourrais continuer là aussi longtemps. Donc vous avez un petit peu, voilà, une voix un petit peu feutrée, puis un petit peu dite, probablement un petit peu sur le sourire. Et puis là aussi, pour revenir à ce que nous avons évoqué au niveau prosodique, au niveau du discours de l'homme politique, vraiment quelque chose de très codifié, des groupes rythmiques bien séquencés, bien séparés pour qu'on puisse bien comprendre chaque information, et puis des contours intonatifs qui sont montants, et puis on passe au suivant, etc. Et donc on a vraiment des stratégies qui sont utilisées non seulement pour que l'usager en gare, qui évidemment est toujours devant un bruit de fond, puisse bien comprendre, mais il y a une espèce de, je dirais, cocooning un petit peu, hein, même si, je vous dis, le train est en retard, on va lui annoncer ça avec une voix tout à fait bien étudiée, hein, voilà, donc quelque chose qui est aussi intéressant dans les styles de parole. Alors je ne suis absolument pas exhaustive dans ce que je vous présente, le propre de la voix, c'est vraiment de ne pas être immobile, c'est vraiment quelque chose de très, c'est probablement l'instrument le plus plastique du monde, à l'image de ce que nous allons voir un petit peu plus tard aussi en voix chantée. Alors quelques mots, et malheureusement quelques mots, mais peut-être des questions reviendront là-dessus, sur la notion d'accent dans le sens parlure étrangère, et quelques exemples liés à l'expression donc de l'accent dans l'espace francophone. Alors je vous propose de prendre une référence, voilà, qui est celle-ci. Alors j'ai fait exprès de prendre la lecture d'un même texte qui est tiré d'une base de données qui d'ailleurs est accessible en ligne, donc du site PFC, Phonologie du français contemporain, donc qui a édité un livre il y a déjà quelques années, assorti d'exemples sonores pour mieux comprendre les différences d'accent dans l'espace francophone en particulier. Le Premier ministre ira-t-il à Beaulieu ? Le village de Beaulieu est en grand émoi. Le Premier ministre a en effet décidé de faire étape dans cette commune au cours de sa tournée de la région en fin d'année. Alors, allons maintenant en Île-de-France. Le Premier ministre ira-t-il à Beaulieu ? Donc, le village de Beaulieu est en grand émoi. Le Premier ministre a en effet décidé de faire étape dans cette commune au cours de sa tournée de la région en fin d'année. Jusqu'ici, seuls les titres de gloire de Beaulieu étaient son vin blanc. Allons maintenant en Lorraine. Le Premier ministre ira-t-il à Beaulieu ? Le village de Beaulieu est en grand émoi. Le Premier ministre a en effet décidé de faire étape dans cette commune au cours de sa tournée de la région en fin d'année. En Suisse. Le Premier ministre ira-t-il à Beaulieu ? Le village de Beaulieu est en grand émoi. Le Premier ministre a en effet décidé de faire étape dans cette commune au cours de sa tournée de la région en fin d'année. Puis à Marseille, on va descendre progressivement dans le sud. Alors le Premier ministre ira-t-il à Beaulieu ? Le village de Beaulieu est en grand émoi. Le Premier ministre a en effet décidé de faire étape dans cette commune au cours de sa tournée de la région en fin d'année. De plus en plus vers le sud. Le Premier ministre ira-t-il à Beaulieu ? Le village de Beaulieu est en grand émoi. Le Premier ministre a en effet décidé de faire étape dans cette commune au cours de sa tournée de la région en fin d'année. Encore plus au sud. Le Premier ministre ira-t-il à Beaulieu ? Le village de Beaulieu est en grand émoi. Le Premier ministre en a effet décidé de faire étape dans cette commune au cours de sa tournée de la région. Encore plus au sud, dans l'hémisphère sud. Le Premier ministre ira-t-il à Beaulieu ? Le village de Beaulieu est en grand émoi. Le Premier ministre a en effet décidé de faire étape dans cette commune au cours de sa tournée de la région en fin d'année.
Et puis nous allons de l'autre côté de l'Atlantique, à Québec. Le premier ministre ira-t-il à Beaulieu? Le village de Beaulieu est un grand témoin. Le premier ministre a en effet décidé de faire étape dans cette commune au cours de sa tournée de la région en fin d'année. Et enfin, au Canada. Le Premier ministre ira-t-il à Beaulieu? Le village de Beaulieu est un grand émoi. Le Premier ministre a en effet décidé de faire étape dans cette commune au cours de sa tournée de la région en fin d'année. Jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater de ces quelques exemples? On peut constater que la variation d'accent dans l'espace francophone va concerner finalement autant les segments que ce qui est au-delà des segments. C'est-à-dire que nous avons des changements au niveau de certaines voyelles, par exemple certaines voyelles nasales, par exemple, mais d'autres voyelles comme ce qui est réalisé au Canada et au Québec qui sont un petit peu moins réalisées, un peu moins tendues. Et puis nous avons aussi des différences au niveau de la prononciation de ce qu'on appelle le E caduc ou E muet, ou qu'on appelle schwa également. Et puis les liaisons ne sont pas toujours réalisées de la même façon. Et puis on a des différences prosodiques, en particulier rythmiques par exemple, avec des syllabes qui sont prolongées dans certains mots, dans certaines régions. Par exemple, je pense à ce qui se passe dans le canton de Vaud, par exemple, donc des éléments qui sont différents. Alors, passons juste pour quelques illustrations à l'accent dans le sens parlure étrangère, cette fois-ci, c'est-à-dire en dehors de l'espace francophone, avec quelques exemples de variations donc, de système. Je me suis contentée ici de montrer ce qui se passe au niveau des voyelles. Donc vous retrouvez 4 fois le même trapèze vocalique, comme cela vous a été expliqué la semaine dernière, c'est celui du français, où vous avez les voyelles, donc I et E, U, E, et puis A tout en bas. Donc les voyelles ouvertes sont plus en bas et fermées le plus en haut. Et puis quelques exemples, par exemple, d'une apprenante japonaise du français langue étrangère, donc de niveau intermédiaire, et la superposition donc, du système vocalique du japonais, où il y a moins de voyelles, en particulier au niveau des voyelles intermédiaires ici. Donc un petit exemple, là aussi d'un même texte lu, c'est un autre texte. Tiens, salut mon grand, salut ma belle, ça va? Oui, crevé, épuisé. Et puis j'ai mal à la tête. Voilà, alors là, les différences, je ne pouvais pas entendre trop d'exemples, mais les différences ne concernent évidemment pas que les voyelles, elles concernent aussi la différence de rythme, elles concernent aussi des consonnes, si vous avez entendu ma belle au lieu de ma belle, confusion entre le R et le L notamment. Un autre cas de figure concerne le hongrois, qui cette fois-ci est une langue plus riche en voyelles même que le français, en particulier à cause de contrastes liés à des contrastes de longueur. Donc quand les voyelles sont suivies de 2 points, ça veut dire qu'elles sont plus longues. Et ce qui est surtout caractéristique, c'est l'articulation des A, qui se fait beaucoup plus en arrière par rapport au A français, avec la langue plus en arrière. Alors on l'entend peu parce que l'apprenante que vous allez entendre est d'un niveau assez avancé, mais on entend un petit peu la qualité de ces voyelles lorsqu'elle lit. Tiens, salut mon grand. Salut ma belle, ça va? Oui, crevé, épuisé. Et puis, j'ai mal à la tête. Autre exemple, un exemple donc d'apprenant du chinois. Alors je voudrais signifier que pour l'exemple qui figure ici, qui est l'exemple du chinois mandarin, on n'a pas seulement que des voyelles, on a aussi des diphtongues et on a aussi des triphtongues, ce dont on a un petit peu parlé la semaine dernière. Mais si on regarde déjà les monophtongues, les voyelles, eh bien nous avons donc une répartition qui est un petit peu différente. Mais écoutez la production de cette personne, il y a d'autres types d'altérations qui sont aussi audibles. Tiens, salut, mon grand. Salut, ma belle, ça va? Oui, crevé, épuisé, épuisé, et puis, j'ai mal à la tête. Voilà. Alors, il ne s'agissait pas d'une lecture déchiffrée, il s'agissait d'une lecture préparée, donc ce n'est pas dû à la lecture, ce que vous entendez là. On a vraiment un trouble majeur du rythme, donc des écarts dus à des problèmes de rythme. La plupart des mots en chinois mandarin sont des mots monosyllabiques. Donc là, vraiment, l'apprentissage consiste à apprendre à la personne vraiment à parler de groupe en groupe pour qu'elle ait cette conscience de l'accentuation de groupe. Et enfin, un exemple qui est peut-être un petit peu plus connu d'apprenant hispanophone donc, du français avec ce début de production. Tiens, salut mon grand, salut ma belle, ça va? Oui, crevé, épuisé, et puis j'ai mal à la tête. Voilà, donc avec des productions inconstantes en fait de U et de OU, et puis des productions inconstantes aussi de UE et de WE,
donc dans le mot épuisé, donc un pouille par exemple, pour cette personne, sachant, j'insiste, que le français de référence ici pour ces apprenants est le français parisien, où ce contraste est marqué, puisque comme Bernard l'a dit la semaine dernière, ce contraste n'existe pas partout, notamment ici. Continuons et terminons notre voyage par les fonctions extra-linguistiques de la qualité vocale. Tout d'abord pour dire quelques mots sur le fait que la qualité vocale peut être différente entre les voix féminines et masculines. On sait évidemment que la hauteur n'est pas la même, mais des études ont montré que la voix féminine avait un petit peu plus de souffle, alors légèrement plus de souffle que la voix masculine, avec une dépendance aussi en fonction de la langue parlée. Il y a aussi le phénomène voix craquée, dont je ne reviens pas là-dessus, mais il y a aussi d'autres phénomènes qui sont d'autres changements qui sont plus liés au signal de parole qu'à la qualité vocale au sens étroit du terme. Quant à l'âge, la voix est en constante évolution et au cours de l'enfance, on va assister à une décroissance, puis à l'âge adulte, une stabilisation de la hauteur moyenne de la voix, avec une différenciation homme-femme bien sûr, avec aussi des modifications de la voix chez le sujet âgé. Donc une étendue vocale qui est aussi de plus en plus importante, un enrichissement des courbes intonatives, vous parlez vraiment de l'évolution de la voix, ici plus au sens 3, au cours de l'enfance. La voix de l'enfant, plusieurs études ont montré, elle est plus intense que celle de l'adulte. C'est peut-être pas un scoop, mais en fait, il faut savoir que le larynx de l'enfant, il est fabriqué pour résister à ces sollicitations vocales. C'est pas comme le larynx de l'adulte en miniature, il a ses particularités. Et la qualité vocale aussi est différente. Ce qu'il faut bien comprendre pour la voix de l'enfant, c'est qu'il y a l'aspect physiologique acoustique, mais aussi il y a l'aspect environnemental, et que l'importance des modèles vocaux est tout à fait capitale pour l'évolution de la voix de l'enfant, en fonction aussi de son développement psychomoteur, de langage, etc. Et donc en pathologie, il faut, quand on rééduque un enfant qui a un problème de voix, il faut évidemment tenir compte de tous ces aspects. Alors, je terminerai mon exposé par quelques exemples au niveau de ce que j'appellerais plus les chants que le chant. Pour moi, le terme singulier me semble assez impropre pour définir finalement la richesse des expressions vocales chantées possibles. Et si on s'intéresse au chant, rassurez-vous, je ne vais pas parler de tout ça, je n'en aurai pas le temps, mais on peut parler de la voix chantée, ne serait-ce que sur un plan déjà perceptif et acoustique, en catégorisant tous ces aspects-là. Alors je me propose pour terminer d'aborder quelques mots de bien sûr la qualité vocale, mais de la portée, et aussi des registres des mécanismes laryngés qui, comme vous allez le voir dans quelques instants, vont rejoindre un petit peu la qualité vocale. Alors, les mécanismes laryngés, j'en ai un tout petit peu parlé, vous avez entendu parler de falsetto, de voix modale, de M1, M2, j'ai commencé à prononcer un petit peu ces mots-là. Quand on gravit sa propre voix du grave à l'aigu, sans la contrôler de quelque façon que ce soit, eh bien voilà ce que ça peut donner. Donc on a en fait dans notre boîtier laryngé, pour prendre une comparaison un petit peu triviale, on a en fait des vitesses dans le larynx. On ne peut pas émettre les sons de la même façon quand on monte le larynx. Donc voilà, il faut qu'on change de vitesse 3 fois. Les changements de vitesse, vous en voyez un là qui n'est pas très visible, vous en voyez un deuxième là, vous en voyez un troisième là. Ce que je montre ici, c'est le sonagramme, le spectrogramme qui a été explicité aussi la semaine dernière, et vous avez les harmoniques qui montent en même temps évidemment que la hauteur de la voix monte. Et en fait, les 3 premiers mécanismes sont liés déjà à des qualités vocales que nous avons évoquées ensemble. Le A, donc la voix craquée, la voix dite modale, la voix falsetto. La voix modale, on l'appelle classiquement aussi voix de poitrine, parce que les sensations vibratoires se font aussi au niveau de la poitrine, et le falsetto, on l'appelle souvent aussi la voix de tête. Alors, ce qui est intéressant, c'est le passage de l'un à l'autre. En fait, il y a une zone de commune de passage entre l'un et l'autre. Si je vous émets un son à l'état brut, sans aucune prétention esthétique, ou sans situation par rapport à une technique vocale donnée, je vais les mettre en voix de poitrine, en voix de tête, changer la hauteur, et c'est possible sur certaines notes, si je fais si vous entendez un petit peu ces contrastes, ça résonne, c'est étonnant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un nombre de notes, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, où je peux choisir d'émettre ma voix dans la voix de poitrine ou dans la voix de tête. Donc je vais ensuite prendre un parti pris esthétique pour pouvoir faire des choix. Si je suis un chanteur de variété, je peux chanter, je suis une femme, je peux chanter en voix pleine et je vais plutôt utiliser ma voix de poitrine.
ça dépend des chants de variété, qui, comme leur nom l'indique, sont très variés. Mais si je suis une soprano classique, je ne vais surtout pas chanter en voix de poitrine dans mon aigu, je vais privilégier la voix de tête et même encore le registre qui se produit au-dessus. Et alors, quand on gère mal le passage, ce qu'on appelle le passage, vous avez entendu cette espèce de couac, eh bien des fois ça se passe pas très bien, comme dans cet exemple de musique classique. C'est ce qu'on appelle un couac. Là, vous avez vraiment typiquement l'exemple du couac, donc d'une production erronée. Alors, le passage peut être utilisé de plusieurs façons sur le plan culturel. Et c'est la raison pour laquelle on peut s'interroger si l'examen du chant, des chants, ne concerne pas plutôt l'aspect paralinguistique que l'aspect extralinguistique. Soit on va l'ignorer ou le masquer, c'est typiquement ce qu'on cherche en chant lyrique, soit on va au contraire privilégier la rupture au travers du yodel, soit on va aussi faire une décoration des mélodies en utilisant l'ornementation. Je vois que le temps passe, donc je ne vais pas pouvoir passer tous les exemples sonores, mais juste un petit exemple d'une technique que nous avons étudiée dans mon laboratoire, qui n'est pas le chant diphonique, mais qui est le chant long mongol. La Mongolie est un pays très très riche en matière de technique vocale. Vous allez entendre un homme qui chante dans l'aigu et qui fait une sorte de décoration de notes, avec des passages très 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 rapides, de voix de poitrine à voix de tête, et ainsi de suite. Ici. Voilà, donc des passages très 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 rapides là-dessus. Je pense que le temps passe, donc je vais passer un petit peu les choses et surtout vous expliciter ceci, puisque ça correspond aussi à des choses qui ont été évoquées la fois dernière. Donc le chant diphonique. Alors le chant diphonique vient de Mongolie, mais il vient aussi d'autres pays comme la Russie. Je vais vous faire entendre un exemple dont vous avez une véritable partition musicale devant les yeux, qui est aussi là encore un spectrogramme ou sonagramme. Vous voyez les harmoniques, les barres horizontales. Deux phénomènes se produisent. Et c'est la raison pour laquelle on entendra deux sons. En musique, on appelle un bourdon, un son constant dans le grave. Et puis vous avez cette mélodie qui fait que les harmoniques sont amplifiées, en fait, une à une, et ça va donner effectivement une mélodie. On va le suivre en direct, tiré d'une émission de... Allez, pour vous donner une idée, je vais chanter un air mongol avec la technique du chant khemi. On va suivre ensemble. Entendu en espèce de bourdon comme ça dans le grave, et puis vous avez entendu un son un peu flûté qui est la mélodie harmonique. Alors comment la personne fait-elle? D'abord, pour le bourdon, c'est une qualité vocale particulière, il y a beaucoup d'études récentes qui ont montré ça, qui s'apparente au troisième ajustement que j'ai évoqué, l'ajustement au niveau juste au-dessus des plis vocaux, au niveau laryngé, et c'est une chose qui est commune à d'autres techniques comme le chant sarde ou comme les Inuits par exemple, les chants de gorge que vous connaissez. D'ailleurs, le chant diphonique, pour certaines des techniques de chant diphonique, on l'appelle aussi le chant de gorge. Et puis la mélodie harmonique est produite par une résonance qui est produite principalement au niveau de la bouche. On peut la produire de différentes façons, soit en coupant la bouche en deux cavités, on parle alors de chant en deux cavités, donc on positionne la langue dans cette position-là, soit on va jouer un petit peu avec les lèvres en conjonction avec la position de la langue. Alors vous voyez, je ne sais pas exactement faire ce chant diphonique, mais vous entendez une ébauche de mélodie harmonique juste d'origine, juste au niveau de la bouche. Je vais passer parce que le temps manque. Je voudrais juste conclure, et ça permettra de faire une transition vers l'exposé de Rudolf Sock, sur une réflexion qui est une sorte de réflexion en ouverture, c'est-à-dire que si on se contente de caractériser la voix sur le plan perceptif ou acoustique, il me semble que ce n'est pas suffisant, parce que les variations de la qualité vocale peuvent se ressembler. Parce qu'on entend, et elles peuvent provenir de deux éléments différents, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être non contrôlées, subies, comme dans la pathologie, ou voire contrôlées, voire même impliquées culturellement, comme dans certains choix musicaux. Et je terminerai juste par un petit exemple de la voix rauque. Si voici un patient qui lit une phrase d'un texte. Les vers sur le marbre tenaient une onde verte, qu'on eût dit puiser dans la nappe émeraude d'un billard, bassin de cette nymphée. Et un exemple chanté.
Le baron noir dans son aéroplane noir survole la tour Eiffel. Un bruit électrique, un bruit qui meurt tout en douceur dans le ciel noir. Vous avez donc des multitudes d'expressions chantées qui cultivent cette voix. Les chanteurs ont malgré tout une bonne hygiène vocale qui font qu'ils peuvent avoir une certaine endurance dans cette production vocale. C'est toujours la question qu'on peut se poser par rapport à ça. Je vais conclure pour laisser la place à Rudolf Sock. Donc, je voulais insister dans cet exposé sur la variation de la qualité vocale qui dépend aussi de la langue, de l'émotion, de l'attitude. Et là, on peut rejoindre le miroir de l'âme évoqué, du style vocal, de la culture, de la langue, je l'ai mis 2 fois. Et puis, il y a la notion de variation normale et pathologique, sachant que l'immobilité est ennemie de la voix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre avoir la même voix du matin au soir tout le temps. Donc, la difficulté, c'est d'établir un peu le seuil de variation de la voix. Les terminologies peuvent être différentes selon qu'on est logopède, selon qu'on est médecin, selon qu'on est phonéticien, mais tout ceci est complémentaire et vraiment les sens 1, 2 et 3 sont complètement combinés pour considérer la définition un petit peu complète et exhaustive de la qualité vocale. Voilà, je vais céder la parole à mon collègue Rudolf Sock avec cette petite transition. Je vous remercie beaucoup.